Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important qui est la transcription. Mais avant de parler de la transcription, nous allons vous montrer le dogma central de la biologie moléculaire, ce qui s'appelle du gène à la protéine, c'est-à-dire comment commencer par le génotype, qui est le groupement de tous les gènes qui sont dans le noyau d'une cellule somatique et à la fin du jour avoir une polypeptide et une protéine. Donc, comment cela se passe-t-il? Donc, on commence par l'ADN. L'ADN va produire l'ARN, l'acide ribonucléique, et ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la transcription. Et ensuite, l'ARN va produire les protéines par un processus qui s'appelle la traduction. Donc, si nous voyons ici ce diagramme et si nous concentrons sur le noyau de la celle, donc nous avons ici le génotype qui se compose de tous les gènes qui se trouvent dans tous les chromosomes d'une cellule somatique et on va se concentrer sur un seul gène de l'ADN. Ce gène de l'ADN va être transcrit en ARN pré-messager. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle pré-messager? On l'appelle messager tout d'abord parce qu'il va quitter le noyau et il va transférer le message de l'ADN, le code de l'ADN au cytoplasme pour que les enzymes du cytoplasme et le ribosome peuvent ou puissent construire une chaîne d'aminoacides pour former le polypeptide et ensuite les protéines. Et il est appelé pré-messager parce que ça, ce n'est pas la forme terminale mature de l'ARN. C'est une forme prémature. Et alors, si elle n'est pas encore mature, donc on doit l'exposer à un processus de maturation. Et ce processus de transcription, c'est-à-dire former un brin ARN monocaténaire ou formé d'une seule chaîne, à partir d'un gène, cela euh, se fait grâce à une enzyme qui s'appelle ARN polymérase. Et ensuite, on va transformer l'ARN pré-messager en ARN messager et le processus est appelé maturation de l'ARN pré-messager. Et comment est-ce qu'on fait ça? Par une étape très importante qui s'appelle l'épissage des introns. C'est-à-dire que dans ce segment ou dans cette molécule d'ARN, on a des parties qui représentent des introns, c'est-à-dire des parties qui sont non codantes, qui ne seront pas traduites en aminoacides. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? C'est parce que la molécule ADN elle-même avait ces introns-là. Et alors, quand elle a été transcrite, elle a été transcrite avec ses exons et ses introns. Et alors, donc, on va enlever ces introns, on va les détacher et puis attacher ensemble les exons. Ce processus-là s'appelle l'épissage et c'est une étape essentielle dans le processus de maturation de l'ARN. Donc, l'ARN ne peut, surtout chez les eucaryotes, cela n'arrive pas ou ne se fait pas dans les prokaryotes, tout d'abord parce les prokaryotes n'ont pas de noyau et parce que leur ARN ne contient déjà pas d'introns. Il est très court et n'a pas assez de place pour avoir des introns qui sont non codants.
Et alors, maintenant, quand l'ARN messager est mature, il est prêt à l'exportation grâce à ces pores-là qui vont permettre le passage à travers la membrane nucléaire. Et on appelle ces pores-là, ces fenêtres-là, ces ouvertures-là, on les appelle pores nucléaires. Et ensuite, on va arriver au cytoplasme. Dans le cytoplasme, on va utiliser ce brin monocaténaire de l'ARN pour former ou pour le traduire en une chaîne, pour le lire tout d'abord et apporter les aminoacides correspondants et spécifiques à travers ou à l'aide de ces molécules qui s'appellent et qui ne sont pas là sur le diagramme, qu'on appelle ARN transférents. Ils vont apporter les aminoacides et puis les aminoacides vont être attachés pour faire une polypeptide et ensuite une protéine. Et alors, on a commencé par une molécule d'ADN et on a terminé par avoir une protéine et il n'est pas nécessaire de dire que les protéines représentent notre phénotype. Pourquoi? Parce que ces protéines-là sont des enzymes ou peut-être des hormones et ces molécules-là vont effectuer des fonctions cellulaires très importantes qui vont euh, euh, déterminer nos caractéristiques. Donc, le génotype, ce sont les gènes, le groupement ou l'ensemble des gènes dans le noyau, mais le phénotype, ce sont les caractéristiques de la cellule, pardon, et ces caractéristiques-là sont déterminées par des protéines. Ici, nous avons un schéma simplifié de la transcription et puis de l'épissage et puis de la traduction d'un gène. Alors ici, nous avons la molécule d'ADN qui a ses exons. Ici, on peut voir trois exons et ces exons-là sont des séquences codantes qui vont être traduites en chaînes d'aminoacides et alors en protéines, mais entre les exons, nous avons des introns. Donc, nous avons un intron 1, 2 entre 1 et 2, et l'intron 2, 3 existe entre l'exon 2 et 3. Alors, tout d'abord, il y a le processus de transcription, c'est-à-dire qu'on va générer un transcrit primaire qui n'est pas mature, que l'on appelle le pré-ARN messager à partir de cet ADN. Mais naturellement, l'enzyme est l'ARN polymérase et naturellement, cette molécule d'ARN messager est appelée pré-ARN messager parce qu'elle a des introns. Si vous avez des introns sur la molécule ADN, donc tout naturellement, quand vous faites la transcription, donc vous allez avoir des introns sur la molécule d'ARN. Et puis, via l'épissage. Dans l'épissage, pendant l'épissage, on enlève certains exons. Et l'épissage n'est pas fait chaque fois de la même manière, c'est-à-dire parfois, comme ici, on enlève l'exon numéro 2, on enlève l'exon numéro 2, comme vous voyez ici, nous avons un groupe de molécules très important que l'on va discuter qui s'appelle splicéosome, et la fonction du splicéosome, c'est d'enlever les exons. Parfois, on peut enlever l'exon numéro 2 et garder 1 et 3. Parfois, on enlève 1 et on garde 2 et 3. Et on va discuter ça et on va discuter l'importance de ça. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la fonction la plus importante,
c'est d'enlever les introns. Alors, la molécule ARN messager mature qui correspond sera plus courte que la molécule originale. Ensuite, cette molécule mature va quitter le noyau à travers les pores nucléaires et va arriver au cytoplasme. Il est important de savoir que l'organelle où la traduction de l'ARN messager euh, se fait est le ribosome. Et cela se passe dans le cytoplasme. Donc, la traduction est un processus cytoplasmique et on forme la protéine. Mais les protéines que l'on obtient sont des protéines diverses. On les appelle des isoformes. Pourquoi? Parce que parfois, cette protéine a l'exon numéro 1 et numéro 3 et n'a pas l'exon numéro 2. Parfois, elle n'a pas l'exon 1 et a 2 et 3. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que cela veut dire que, ou peut vouloir dire qu'on va avoir des protéines qui sont abnormales? Non, ce sont des isoformes, des protéines qui sont très proches l'une des autres concernant leur structure chimique, mais cela vous permet de produire plusieurs molécules de protéines à partir d'une seule molécule d'ARN messager. Dans le processus de transcription ou quand on forme un brin ou une séquence ARN messagère à partir d'un brin d'ADN, il faut savoir que on aura deux fourches de transcription et une bulle de transcription qui sont très semblables à celles que l'on a vues pendant le processus de réplication de l'ADN. Le brin que l'on va utiliser pour apporter ou que l'on va lire ou dont les bases azotées vont être lues pour apporter, pour apporter les bases complémentaires azotées de l'ARN sera appelé brin ADN codant. Et l'autre brin complémentaire sera appelé le brin non codant. Donc, comment est-ce que cela se fait? Chaque trois bases consécutives sur le brin ADN codant vont être appelées des triplés. Donc, nous avons le code génétique sur ADN qui forme ce gène-là. Le gène, c'est une partie de l'ADN qui est à la fin, qui va à la fin être traduite en une protéine ou polypeptide. Elle est formée de codes. Et ces codes-là sont des codes en triplet. Ils sont formés de trois bases azotées consécutives et elle est transcrite, c'est-à-dire que l'on va l'utiliser pour former l'ARN messager en une séquence de codons. Donc, chaque trois bases azotées consécutives sur ADN sont appelées des codes en triplet, mais les bases azotées complémentaires, quand elles sont trois consécutives qui codent pour un aminoacide particulier, on va les appeler les codons, pas les codes en triplet. Et comme je viens de le dire, l'ARN qui est nouvellement formé est appelé pré-ARN ou ARN immature, alors que le pré-ARN ensuite va être traité et va être épicé d'une façon qui va le rendre mature. Mais ce n'est pas seulement l'épissage qui va rendre la molécule immature d'ARN plus mature et prête à être traduite dans le cytoplasme, mais aussi il y a d'autres étapes qui vont être faites avant d'envoyer le messager au cytoplasme.
Et quand les codons de l'ARNM sont dans le cytoplasme, elles seront traduites en une séquence d'acides aminés. Chaque codon qui consiste, qui se compose de 3 bases azotées de l'ARN consécutives vont apporter ou vont représenter un seul acide aminé. Et ensuite, les acides aminés qui sont recrutés vont être attachés, tout forme les polypeptides, et ce sont ces polypeptides qui vont s'arranger en une molécule, a 3D molécule qui s'appelle la protéine. Donc, la transcription est le processus par lequel l'information qui est contenue dans une certaine séquence d'ADN, et cette séquence d'ADN, nous voulons dire que c'est le gène, parce que ça doit être un gène limité par le commencement et la fin du gène, est utilisé pour fabriquer une séquence complémentaire d'ARN. Ici, nous avons le diagramme où nous avons l'ARN polymérase et nous voyons toujours que l'ARN polymérase, comme l'ADN polymérase, va marcher sur ce brin codant de l'ADN dans la direction 3', 5', mais le brin qui est... alors ça, c'est le brin transcrit, c'est le brin qu'on va transcrire, donc c'est le brin matrice, donc c'est le brin que l'on appelle non codant. Et c'est un peu, ça cause de la confusion un peu, parce que on l'appelle brin non codant alors que c'est le brin qui est transcrit. On l'appelle parfois aussi le brin antisens. D'autre côté, l'autre brin complémentaire s'appelle le brin non transcrit parce qu'on ne l'utilise pas dans la transcription. Donc, c'est le brin non matrice, mais en même temps, on l'appelle le brin codant parce que c'est ce brin-là qui contient le code qui correspond aux aminoacides, pardon, et alors on l'appelle aussi le brin sens ou le brin positif. Ces noms-là sont ils sont très vraiment difficiles à retenir, mais ce que vous avez à retenir, c'est que ça, il est facile de se rappeler que ce brin-là est le brin transcrit et ou matrice, et que ce brin-là est non transcrit ou non matrice. Ici, vous pouvez voir alors que l'enzyme ARN polymérase va lire les bases du brin transcrit de l'ADN dans cette direction 3', 5', mais va former le nouveau brin ARN messager complémentaire, toujours dans la direction 5' à 3'. Donc, toutes les enzymes qui vont former des chaînes, que ce soit des chaînes d'ADN comme l'ADN polymérase ou des chaînes d'ARN comme l'ARN polymérase, vont construire le nouveau brin dans la direction 5', 3'. Donc, l'ARN polymérase va lire le brin antisens ou le brin patron ou le brin transcrit et va former un brin complémentaire. Il va lire le brin patron dans la direction 3' à 5', mais ce brin-là, qui est le brin complémentaire du brin codant, mais il va former une copie, il va former le nouveau brin ARN. Et ce nouveau brin ARN va être le complémentaire du brin transcrit ou le brin matrice,
mais va être semblable au brin qui est non matrice ou non transcrit, mais il y a une exception, c'est que ce brin-là contient thymine alors que ce brin-là contient cytosine. Donc, je vais répéter, ça c'est le brin transcrit, l'enzyme forme son complémentaire, mais l'autre brin d'ADN est déjà le complémentaire de ce brin transcrit. Donc, logiquement, on peut déduire que ce nouveau brin d'ARN complémentaire au brin transcrit sera semblable au brin déjà complémentaire de l'ADN, mais la différence est que l'ADN ne peut pas contenir cytosine et l'ARN ne peut pas contenir thymine. Ici, nous voyons par exemple un segment d'ADN et vous voyez que nous avons des codes en triplet. Chaque code en triplet va coder pour euh, un, un certain aminoacide. Ici, nous avons les codons correspondants de l'ARN. Donc, nous avons UUU qui est complémentaire de AAA. On ne peut pas dire naturellement TTT parce que la thymine n'existe pas dans l'ARN. Quels sont les trois types d'ARN? Nous avons l'ARN messager, l'ARN ribosomique et l'ARN de transfert et chacun de ces trois ARN types a une certaine fonction. L'ARN messager est le représentatif de l'ADN dans le cytoplasme parce que vous savez que l'ADN ne peut pas quitter le noyau. Alors, quand l'ARN messager mature est transporté au cytoplasme quand les enzymes de traduction vont le lire, donc ils vont comprendre quels aminoacides ils doivent apporter et attacher ensemble pour faire un polypeptide. Euh, D'autre part, l'ARN ribosomique est une partie intégrale du ribosome et il forme ce que l'on appelle ribosyme, c'est-à-dire qu'il se compose de ribonucléotides, de protéines et en même temps, il a une fonction catalyste, il a une fonction enzymatique. Il peut catalyser ou rendre plus rapides les réactions chimiques, surtout ces réactions dont on a besoin dans le processus de traduction dans le ribosome. Alors que l'ARN, pardon, de transfert justement, va transférer les aminoacides du cytoplasme jusqu'au ribosome pour en faire des chaînes de polypeptides. Donc, nous répétons, lorsqu'une séquence d'ADN est exprimée, l'un des deux brins seulement, je vais récapituler ce que je viens d'expliquer, dont nous avons seulement le brin matrice ou le brin antisens qui va être copié en ARN messager et on va suivre les mêmes règles complémentaires des bases, c'est-à-dire que on va avoir l'adenine avec l'adénine, avec, euh, on est supposé d'avoir la thymine, mais ici, en ARN, on n'a pas d'athymine, on n'a pas de thymine. Donc, l'adénine va être complémentaire avec l'uracile. Mais la cytosine va être liée à la guanine comme d'habitude, comme dans l'ADN. Et ensuite, comme je viens de dire, l'ARN va transporter cette information génétique du noyau vers le cytosol et la longueur va varier selon la longueur du message génétique. C'est-à-dire que si le gène se compose de
50 codes de triplet. Donc, l'ARN messager va être composé de 50 codons qui vont coder pour des aminoacides. Donc, on n'a pas une longueur prédéterminée de l'ARN messager parce qu'il est complémentaire de l'ADN, du gène. Ensuite, on a l'ARN de transfert qui ressemble dans sa structure en une feuille de trèfle et il transporte les acides aminés ou les aminoacides, comme on a dit, euh, du cytoplasme au ribosome pour en faire une chaîne d'aminoacides. Et il y a sur la molécule de ARN transférant une, une terminaison chimique, un groupe chimique qui est le site de fixation de l'acide aminé. Et on va voir dans les vidéos euh, suivante, quelle est la nature de la réaction chimique qui attache l'aminoacide à cette terminaison 3'. On peut voir aussi que nous avons 3 boucles dans la molécule. La molécule se compose d'un seul brin, mais ce brin est enroulé, comme vous voyez, comme une feuille de trèfle, et on a 3 boucles. La boucle D, la boucle T et la boucle anticodon. La plus importante, naturellement, c'est la boucle anticodon parce qu'elle contient euh, le représentatif de l'aminoacide, c'est-à-dire si l'ARN transférant a un certain acide aminé ici, spécifique, donc il faut y avoir ici une certaine séquence spécifique appelée l'anticodon. Et c'est ainsi que les molécules peuvent communiquer ensemble. C'est leur langage. Leur langage, c'est les liaisons chimiques qui sont faites entre eux. Donc, l'ARN transférant va essayer de se lier à n'importe qui de ces codons, mais à la fin, il va trouver que c'est seulement ce codon qui peut s'attacher parce que c'est seulement ce codon qui est complémentaire. Donc, si C, U, C est l'anticodon pour un certain aminoacide X, donc GAG va être le codon spécifique pour cet aminoacide. Et si vous voyez les tables des codons, vous allez trouver le codon GAG avec le nom de l'aminoacide spécifique dans cette table. Et on va vous euh, représenter ces tables par des diagrammes dans les vidéos suivantes. Donc, à la fin, nous devons avoir plusieurs ARN transférents. On a à peu près 20 ARN transférents pour pouvoir transférer les aminoacides différents et spécifiques au ribosome. Donc, si nous regardons ce diagramme, nous allons voir que ici, nous avons l'ARN messager et cela, c'est le brin qui va être lu par l'ARN transférant. Et quand l'anticodon est complémentaire au codon, donc euh, l'aminoacide qui a été apporté par ce ARN transférant et l'aminoacide spécifique qui doit être positionné dans cette position, dans cet ordre, dans la chaîne polypeptide. Ici, nous voyons le début du processus. Nous avons une molécule d'ADN qui a été transcrite en un brin de ARN messager.
nous pouvons voir alors que ce brin d'ADN a été transcrit. C'est le brin transcrit parce que nous avons euh, non, c'est ce brin qui a été transcrit parce que nous voyons alors que nous voyons alors que ce brin ARN messager est complémentaire à ce brin de l'ADN. Donc T est complémentaire à A, G, la guanine, est complémentaire à la cytosine, l'adénine est complémentaire à l'uracile au lieu de la thymine, etc. Donc c'est ce brin de ADN qui a été transcrit en un brin complémentaire de ARN messager. Et le brin ARN messager qui a été formé nouvellement est, est exactement semblable à ce brin complémentaire de l'ADN, sauf que on a uracile à la place de thymine. Et enfin, nous pouvons voir que la molécule d'ARN messager a été traduite en une chaîne de polypeptides qui est formée d'acides aminés. Chaque trois bases azotées consécutives vont représenter un acide aminé dans la chaîne de polypeptides. Et ensuite, nous avons le troisième type de ARN qui est l'ARN ribosomique. L'ARN ribosomique est un ARN structural, c'est-à-dire essentiellement, il entre dans la composition du ribosome avec les polypeptides. Donc, dans le ribosome, nous avons des protéines et nous avons aussi l'ARN ribosomique. Mais maintenant, on ne regarde plus l'ARN comme une molécule structurale seulement, mais comme je viens de l'expliquer au début de cette vidéo, c'est aussi un ARN fonctionnel parce que les deux ensemble, l'ARN avec les polypeptides, forment ce que l'on appelle le ribosyme. Et le ribosyme non seulement entre dans la structure du ribosome, mais aussi a une fonction catalytique, c'est-à-dire qu'il va agir comme, comme une enzyme, et cette enzyme-là, du ribosyme, dans le ribosome, va pouvoir attacher les acides ou les aminoacides ensemble pour former une chaîne de polypeptides. Donc, le processus de transcription en détail consiste de trois étapes. La première étape est l'initiation, la seconde étape est l'élongation et la troisième étape est la termination. L'initiation, donc, il faut y avoir un promoteur. Pour commencer ce processus de transcription, il y a une certaine séquence d'ADN où vont se fixer certaines molécules très spécifiques qui sont des protéines et qui sont régulatrices de la transcription. Et ces molécules-là sont appelées des facteurs de transcription. Donc, au début, nous avons une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase qui va faire ce processus de transcription, mais pour qu'elle fasse ce processus de transcription, l'enzyme qui est l'ARN polymérase, doit être attaché au promoteur. Et le promoteur est une séquence de nucléotides sur la molécule d'ADN.
Mais pour que l'ARN polymérase, qui est l'enzyme, puisse s'attacher au promoteur, donc il doit y avoir d'autres protéines très importantes qui s'appellent les facteurs de transcription et d'autres protéines médiatrices qui rendent plus facile l'attachement des facteurs de transcription au promoteur. À ce moment-là, quand les protéines médiatrices et les facteurs de transcription sont attachés au promoteur, nous allons voir que l'ARN polymérase peut aussi s'attacher. Donc, ces molécules régulatrices vont montrer à l'ARN polymérase enzyme où exactement commencer le processus. Et alors, cet endroit-là, ce lieu-là, c'est le promoteur. Donc, chaque gène qui va être transcrite par l'enzyme ARN polymérase doit avoir cette séquence régulatrice qui s'appelle le promoteur avant le début du gène. Cette séquence qui est le promoteur et qui va faciliter l'attachement des facteurs de transcription, des protéines médiatrices et enfin de l'ARN polymérase se forme de 30 paires de bases azotées. Et ces 30 paires de bases azotées sont en amont du site de début de la transcription, c'est-à-dire qu'ils sont vers la terminaison ou l'extrémité 5'. Ici, nous avons aussi d'autres molécules régulatrices qui sont attachées aux facteurs de transcription et qui forment ensemble ce qu'on appelle l'activateur ou l'enhanceur, c'est-à-dire quand il est attaché au facteur de transcription, il va rendre la transcription plus rapide. La séquence sur ADN s'appelle l'enhanceur, mais les molécules régulatrices ou activatrices vont s'attacher à cet enhanceur sur la molécule de l'ADN pour non seulement commencer le processus de transcription, mais aussi pour rendre le processus de transcription plus rapide. Mais pour que les facteurs de transcription soient attachés au promoteur, il y a une certaine séquence au milieu du promoteur qui s'appelle la boîte TATA ou en anglais Theta Box. Et il y a une protéine de liaison qui va aider la boîte TATA ou cette séquence qui se forme de thymine, adénine. Ce binding protein ou cette protéine d'attachement va pouvoir aider ce Tata Box qui se trouve au milieu du promoteur de s'attacher au facteur de transcription. Donc, c'est un peu compliqué. On a le promoteur, une certaine séquence sur l'ADN vers l'extrémité 5' au début de chaque gène. L'ARN polymérase ne peut pas commencer la transcription sans être attaché au promoteur, mais pour que l'ARN sache la position ou connaisse la position du promoteur, il faut que les facteurs de transcription soient tout d'abord attachés au promoteur pour que l'ARN polymérase puisse s'attacher et les facteurs de transcription s'attachent au milieu du promoteur dans une boîte qui s'appelle Tata Box qui se forme de thymine, adénine. Et alors, sans le Tata Box et sans ces protéines qui attachent le Tata Box au facteur de transcription, le processus de transcription ne peut pas commencer. Tout cela va être, on le voit seulement dans les eucaryotes.
Donc, le promoteur est une séquence d'ADN où se fixent les protéines régulatrices de la transcription et ces protéines régulatrices sont appelées les facteurs de transcription afin de permettre la transcription de l'ARN et le promoteur est situé vers l'extrémité 5', comme je viens de le dire, c'est-à-dire c'est situé en amont du gène. Quelles sont les étapes en détail? Les facteurs de transcription reconnaissent et se fixent sur une région clé, une région très importante du promoteur qui est appelée la boîte Tata. Et les facteurs de transcription vont faciliter la fixation de l'enzyme de l'ARN polymérase sur l'ADN. Donc, la fonction des facteurs de transcription, c'est de faciliter la fixation de l'enzyme ARN polymérase sur l'ADN. Donc, l'enzyme ARN polymérase va reconnaître le promoteur en reconnaissant les facteurs de transcription et va donc se fixer au promoteur. Cet ensemble de molécules qui est formé par les facteurs de transcription et l'enzyme qui est l'ARN polymérase qui est fixé au promoteur est appelé complexe d'initiation de la transcription, c'est-à-dire que ces molécules-là, les trois groupes de molécules, les facteurs de transcription, l'ARN polymérase et le promoteur, qui naturellement n'est pas une molécule mais une séquence sur ADN et forment ensemble ce qu'on appelle le complexe pour l'initiation de la transcription. Mais, comme on a dit, il y a une protéine très importante et donc vous l'ajoutez à la liste des protéines comme les facteurs de transcription et comme l'ARN polymérase qui sont nécessaires pour le processus de transcription qu'on appelle la protéine de liaison et que je viens d'expliquer. Ensuite, il faut y avoir l'élongation. Ici, nous pouvons voir alors que ça, c'est le brin, ça, c'est l'ARN messager en formation. Vous pouvez voir ici que si la chaîne transcrite de l'ADN, ça c'est l'extrémité 5' et ça c'est l'extrémité 3'. Donc, pour l'ARN brin messager en formation, ou le brin ARN messager en formation, donc cette extrémité sera la complémentaire de celle-ci. Donc ici, nous allons avoir 5' et ici, nous allons avoir 3'. Mais chaque fois qu'on a ajouté une base azotée par l'enzyme ARN polymérase, elle sera ajoutée à l'extrémité 3' comme d'habitude. Et vous voyez ici ces bases azotées qui sont flottantes dans le cytoplasme et qui sont ajoutées une par une à l'extrémité 3' de la chaîne qui est en train de s'allonger, qui est en train de se former, la chaîne d'ARN. Comment est-ce que l'ARN fait ça? Tout d'abord, l'ARN polymérase sépare les deux brins d'ADN. Et ça, c'est vraiment formidable parce que nous avons vu que l'ADN polymérase avait besoin de hélicase. Mais ici, l'ARN polymérase forme l'activité de type hélicase. Et comme d'habitude, l'enzyme ajoute des nucléotides à l'extrémité 3'. Donc, quand on dit que l'enzyme, elle ajoute des bases azotées, naturellement, elle n'ajoute pas les bases seulement, mais elle ajoute les bases qui sont attachées au ribose et attachées au groupement phosphate. Donc, ce sont actuellement des nucléotides et non pas des bases azotées. Et la chaîne d'ARN est en train de devenir plus longue, elle est en croissance. Et les règles s'appliquent toujours, les règles de complémentarité s'appliquent toujours. Cytosine va s'apparier avec guanine
mais adénine va s'apparier avec uracile, parce qu'ici, on n'a pas le droit d'ajouter thymine. Qu'est-ce qu'on appelle une unité de transcription? Une unité de transcription correspond à quoi? Elle correspond à la séquence d'ADN qui va coder pour une seule molécule d'ARN, c'est-à-dire le gène. Donc la séquence qui va coder pour une seule molécule d'ARN messager est donc le gène. Mais l'unité de transcription n'est pas seulement la séquence d'ADN, c'est la séquence d'ADN avec le promoteur, avec le terminateur, parce qu'il y a une séquence terminatrice, et au milieu, nous avons la séquence codante de l'ARN. Ça, c'est l'unité de transcription. Nous avons ce stretch d'ADN qui représente le gène, la séquence complémentaire codante de l'ARN. Nous avons aussi le promoteur où nous avons commencé tout le processus parce que l'enzyme ARN polymérase doit s'attacher là-bas et nous avons à la fin une séquence terminatrice. Donc, nous avons 4 composants de l'unité de transcription. Et comme on a dit au début de cette vidéo, que les codes en triplet se trouvent sur l'ADN et que pendant la transcription, des codons complémentaires de ARN messager vont être attachés. Et très important, c'est que un même gène peut être transcrit en même temps par plusieurs molécules d'ARN polymérase qui se suivent comme une caravane. C'est-à-dire que la première ARN polymérase lit les codes en triplet de l'ADN et puis elle quitte la molécule d'ADN et une autre enzyme ARN polymérase vient s'attacher au promoteur qui est maintenant libre et ces molécules d'ARN polymérase suivent les unes les autres et chaque fois qu'une molécule finit son trajectoire sur l'ADN matrice, nous avons une molécule de ARN messager qui a été transcrite et cela va rendre le processus plus rapide. Et à la fin, on doit terminer le processus. Pour terminer le processus, nous devons trouver la séquence terminatrice. Donc la terminaison, c'est la dernière étape de la transcription. Et quand on arrive à cette séquence A, U, A, l'ARN messager est libéré du brin matrice d'ADN. Il y a des molécules qui détachent l'ARN messager de l'ADN matrice et l'ARN messager est maintenant prêt à être détaché et à être exposé au processus de maturation pour pouvoir quitter le noyau. Nous allons nous arrêter là et pour que la vidéo ne soit pas trop longue et nous avons résumé ou recommencer le processus dans une autre vidéo, mais en révisant ce qu'on a dit, mais aussi en parlant de la maturation de l'ARN messager. Merci.